J'ai commencé à sillonner ces montagnes quand j'avais 8, 10 ans. Avec mes sœurs, on montait s'occuper des vaches. Et à l'époque, ce canyon était très différent. Il y avait des tourbières, des cascades, et il y avait beaucoup plus de vie. Saúl Luciano Yuya est un paysan péruvien. Il est aussi guide de haute montagne, ici, dans la Cordillère Blanche. Ça y est, on arrive au lac Palcacocha. On est à 4550 mètres d'altitude. Dans la logique quechua, nous autres faisons partie intégrante de la nature. Moi, quand je suis là-haut, je rêve. Je sens que la montagne veut me dire quelque chose. C'est peut-être des esprits, des énergies, je ne sais pas, mais tu sens que c'est quelqu'un. Palcacocha. Les Indiens quechua disent que le lac est né des larmes de ces glaciers. À gauche, le Palcararo, à droite, le Pucarranra. Le lac se remplit au fur et à mesure qu'il fonde. C'est, dit-on, le lac le plus dangereux du monde, aussi dangereux qu'il est beau. Ces techniciens ont été dépêchés par les autorités locales pour le sonder. On va explorer le lac avec cet écho-sondeur pour mesurer la profondeur en différents points. Là, on est entre 7,90 et 8 mètres. Ces relevés vont nous permettre de déterminer le volume actuel de Palcacocha. Avec le réchauffement climatique, le lac enfle dangereusement. Il fait 34 fois son volume d'il y a 50 ans. L'état d'urgence a été déclaré. Les autorités ont dit que c'était très risqué. Ce qui pourrait arriver, c'est qu'une avalanche se déclenche dans la partie supérieure du glacier et qu'un gros bloc de glace se détache, puis tombe dans le lac. Ça provoquerait une sorte de tsunami. Avalanche. On le voit bien, c'est pire à chaque fois. Chaque année, le glacier recule un peu plus et il disparaît sous nos yeux. Mais nous, les gens d'ici, ceux de ma communauté, on n'est pas responsables de cette situation. Ça fait tellement de peine et tu te dis, il faut faire quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai décidé de demander des comptes à ceux qui sont responsables de la fonte des glaciers. Tout a commencé il y a 9 ans, là, sur les rives du lac. Un groupe d'Allemands, des experts du climat, était venu constater les dégâts et Saúl les guidait. Et dans ses pas, il y avait l'homme qui allait changer son destin. Christoph Balz, le directeur de Germanwatch, une ONG allemande. Christoph va soutenir Saúl et les deux hommes vont se lancer ensemble pour s'attaquer à ça. Nous sommes à 11 000 km de Palcacocha, devant la mine à ciel ouvert de Garzweiler 2. Plus de 40 km², 400 mètres de profondeur, on y extrait des entrailles de la terre, du lignite, le plus polluant des charbons. Il est brûlé dans des centrales comme celle au loin pour y produire de l'électricité. C'est un des endroits qui émet le plus de CO2 dans toute l'Europe. Cet immense trou
est exploité par le géant de l'énergie allemand RWE. Il est à l'origine des énormes émissions de CO2 du groupe. Cette seule entreprise, RWE, a libéré plus de CO2 dans son histoire que tout un pays, en l'occurrence le Pérou. Et pourtant, le Pérou souffre bien plus de la crise climatique que l'Allemagne. C'est pour cette raison que Saúl a choisi RWE, le plus grand émetteur de CO2 en Europe, pour attaquer et dire « là, il faut que l'entreprise assume ses responsabilités ». Et c'est pour ça que Saúl se bat devant les tribunaux. Saúl n'avait jamais vu cet endroit quand l'idée prend corps durant cette fameuse journée à Palcacocha avec Christoph Balz. Attaquer RWE devant la justice allemande avec le soutien financier de Germanwatch. Ce soir-là, il nous a invités à dîner dans sa modeste maison. Et là s'est posée la grande question. Est-il vraiment prêt à se lancer dans pareille aventure ? Ça pourrait durer des années, il pourrait y avoir des pressions. Est-ce qu'il est vraiment prêt à affronter tout ça? Il a dit « Laissez-moi réfléchir ». Il y a eu 2 longues minutes de silence à table, et puis il a prononcé un mot. Claro. Les festivités du Seigneur de Mai battent leur plein à Huaraz. C'est dans cette ville des Andes, de 150 000 habitants, que Saúl a grandi, à 25 km à vol d'oiseau de Palcacocha. Une ville marquée par les tragédies. Tout le monde ici se souvient du violent tremblement de terre de 1970. Il a tué plus de 20 000 personnes à Huaraz. Mais peu sont conscients du danger toujours tapi là-haut, dans la montagne. Ce danger, nul ne le connaît mieux que cet homme, un des plus éminents glaciologues péruviens, César Portocarrero. D'ici, on peut voir tout Huaraz. Il s'est installé à Huaraz pour vivre au plus près de ces glaciers. On se retrouve ici car c'est l'endroit idéal pour observer une grande partie de la Cordillère Blanche. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, les glaciers de la Cordillère ont déjà diminué de 45 à 50%. Palcacocha est au fond de cette gorge qu'on peut admirer là-bas. Si le lac vient à déborder à cause d'une avalanche majeure, la vague qui s'en suivra atteindra facilement 20 à 30 mètres de haut. Elle passera sans problème les obstacles naturels, dévalera le canyon et provoquera une énorme coulée qui atteindra la ville en une demi-heure. En chemin, elle amassera des rochers, de la terre, des arbres, et quand elle s'abattra sur la ville, elle fera 8 à 10 mètres de haut. Ça détruirait tout sur son passage. Ce serait une tragédie, une catastrophe majeure. C'est déjà arrivé. En 1941, près de 2000 personnes périssent alors ensevelies par la vague. C'est une des rares photos de la coulée. À l'époque, elle détruit un tiers de la ville et de ses habitants. Huaraz comptait alors 20 fois moins de monde qu'aujourd'hui. Ce rocher donne la mesure du cataclysme. Porté par la vague, il a dévalé sur la ville. Celui-ci est resté en plein centre de Huaraz pour ne pas oublier. Aujourd'hui, un mémorial aux victimes de la catastrophe.
C'est là qu'on retrouve Saoul. Pour aller chez lui, il faut longer la rivière Kilkaï qui descend de Palcacocha. Cette rivière, c'est le boulevard par lequel la vague arrive. Zone dangereuse, théoriquement interdiction de construire à moins de 50 mètres des berges. Mais dans les années 80, quand les parents de Saoul, comme tant d'autres paysans pauvres, viennent chercher du travail, on s'installe où on peut. Eux se sont installés à Nueva Florida, le quartier le plus exposé. Voilà, c'est ma maison, mes parents me l'ont donnée, et c'est surtout mon fils et mes neveux qui vivent ici. Et on va monter au deuxième, voir. Cette maison est au cœur de mon affaire en Allemagne. On soutient que cette maison, ma propriété, est en péril. Car si la vague arrivait, ce serait par là. Et ça touchera de plein fouet ma maison, mon fils et mes neveux. Et pas seulement nous, mes voisins aussi. Ça va affecter les 50 000 personnes qui vivent sur la trajectoire de la coulée. Beaucoup d'innocents vont mourir, des innocents qui ne sont pas responsables du changement climatique. Saoul a présenté un argument clé au tribunal, et le tribunal l'a accepté. Il dit la chose suivante: le changement climatique a généré une situation de voisinage global, parce que les émissions émises ici affectent l'atmosphère dans le monde entier et provoquent l'augmentation des températures et des risques sur toute la planète. Et c'est sur cette base, cette idée de voisinage global, que Saoul attaque RWE. Pour prendre une image, c'est un peu comme si on jetait de la merde par-dessus la clôture chez son voisin et qu'on détruisait sa propriété. Et bien de la même façon, le paysan péruvien est sous pression existentielle à cause des saletés qui sont émises ici. Ce que Saoul veut, c'est obtenir une certaine réparation de RWE. L'histoire passe par Hambourg. C'est dans cette ville cossue, aux antipodes de Huaraz, que se trouve le cabinet de l'avocate qui défend Saoul. Germanwatch a choisi un grand nom, Rhoda Verheyen. Elle a gagné plusieurs affaires retentissantes en matière de justice climatique, notamment contre le gouvernement allemand. Cette fois, elle défend David contre Goliath. Là, j'ai une photo de Saoul. Ça fait 1 an que je ne l'ai pas vu. J'étais là-bas en mai. Mais il est là, juste sous mes glaciers. Pour Saoul, Rhoda Verheyen déploie l'énergie de ceux qui savent qu'ils se battent aussi pour la survie de leurs enfants. Dans cette affaire, la difficulté, c'est qu'RWE n'a pas d'activité au Pérou, mais le droit allemand permet de la contourner. C'est le paragraphe 1004 du Code civil. Voilà ce qu'il dit. Si quelqu'un par son comportement me fait du tort, porte atteinte à mes droits ou à ma propriété, alors il faut réparer. Et dans ce cas précis, l'atteinte, ce sont les émissions historiques de RWE qui continuent toujours. Et le préjudice, c'est cette rupture du lac glaciaire, car c'est ça le problème. Et dans ce cas précis, peu importe qu'il ne s'agisse pas de voisins directs, il suffit que la propriété de Saoul soit menacée, même indirectement. Et c'est ici que ça se passe, au tribunal de Ham dans la Ruhr. Voilà Saoul, il découvre le tourniquet, la pression médiatique aussi. On est en 2017 et c'est un grand jour pour lui. La Cour doit décider si sa plainte est recevable.
Rhoda Verheyen est à ses côtés et la réponse est oui. Première victoire. Le chemin est encore long, mais aujourd'hui, on a fait les premiers pas. Il reste beaucoup à faire jusqu'à la victoire finale. L'étape suivante, c'était chez lui, au Pérou l'an dernier, la collecte des preuves. Ce qui me préoccupe, c'est que les gens frappés par le changement climatique pensent qu'ils n'ont aucun droit. En tant qu'avocate, je veux leur dire, si, vous avez des droits. Et voilà qu'une tripotée d'experts allemands se lancent à l'assaut de Palcacocha. Certains mandatés par la Cour, d'autres par RVE, d'autres enfin par la défense de Saoul. Leur mission, évaluer le danger pour la ville de Huaraz. Tout est OK, les niveaux sont bons. Celui-ci n'est pas opérationnel. Edwin Cordova est ingénieur environnemental. Il travaille pour le gouvernement régional. Celui-ci est coupé aussi, et là l'eau passe. Selon le niveau, on peut ouvrir ou fermer les siphons. Ce dispositif date des années 70 pour empêcher le lac de déborder avec une digue de 7 mètres de haut. Le gouvernement régional, pour éviter que cette digue ne cède en cas de débordement glaciaire, a installé un système de siphonnage du lac grâce à ces 10 tuyaux. Ils permettent, si nécessaire, d'évacuer de l'eau. L'objectif, c'est de maintenir un certain niveau et ça nous permet de décharger le trop-plein de l'autre côté vers la vallée. La question, c'est comment s'adapter. C'est notre préoccupation à tous, je crois. On a mis en place un système d'alerte rapide qui fonctionne avec des capteurs. Ça, c'est l'antenne qui capte le signal de Palcacocha en cas d'urgence. Nous sommes sur les toits de Huaraz, dans les locaux du service de protection civile. Voilà notre système d'alerte rapide SAT. Ici, on a la vidéo du lac Palcacocha en temps réel. Ça nous permet de voir s'il y a le moindre événement au lac. Là, on capte les mouvements telluriques et là, on surveille le niveau de l'eau. Je voudrais aussi vous présenter le personnel opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et aujourd'hui, c'est la señorita Alvarado qui est aux manettes pour scruter le lac et intervenir en cas d'urgence. Le plus important, c'est de détecter s'il y a un risque de débordement. Si c'est le cas et qu'il y a danger, on utilise cet appareil et on active les sirènes pour alerter la population. Il y a 10 sirènes qui sont réparties dans les zones critiques. Ça doit permettre de réagir rapidement pour limiter les dégâts. Et pendant que la señorita Alvarado veille, à Huaraz, on va qu'à ses occupations. Il faut bien vivre malgré le danger qui finit par s'oublier. Mais s'il est quelqu'un qui ne l'oublie pas, c'est bien lui,
César Portocarrero, le glaciologue. Nous voilà dans le bureau où je travaille depuis plus de 40 ans. Et j'aimerais vous montrer ça. J'en suis très fier. C'est le prix du héros de la montagne qui m'a été remis dans l'auditorium du National Geographic en 2011. Et ici, la médaille Sir Edmund Hillary Mountain qu'on m'a fait l'honneur de me décerner à Katmandou en 2016. Cette même année 2016, il sort de sa retraite pour élaborer un plan d'attaque. Nous avons là une vision générale de ce que serait la solution pour sécuriser le lac Palcacocha. Ce plan, il l'a conçu avec la certitude que le barrage actuel n'est plus à la hauteur du danger. C'est un plan de la lagune. Vous voyez les siphons actuels ici en noir. Ces siphons ne suffisent pas. Ils permettent de baisser le niveau de l'eau d'à peine plus de 2 mètres. Le projet, c'est de faire un canal qui baisserait de 20 mètres le niveau des eaux. Et ensuite, ici, une digue de 25 mètres de haut. La digue actuelle est rikiki, elle fait 7 mètres. Il faut au moins 25 mètres. C'est ça la solution. Coût estimé des dégâts, si catastrophe, 170 millions d'euros. Coût estimé du projet, 20 millions d'euros. Il n'a jamais vu le jour. Il faut garder en tête qu'ici, il nous faut composer avec un facteur de vulnérabilité très important, la pauvreté. On ne peut pas dire aux gens « partez et installez-vous ailleurs ». Donc, ce qu'il faut, c'est réduire ce risque. Et ça, il faudrait le faire au minimum pour 35 lacs de la Cordillère Blanche. RWE doit contribuer. C'est ce que réclame Saoul. L'entreprise a émis 0,5% du total des émissions de CO2 de toute l'ère industrielle. Saoul demande qu'elle paye 0,5% des coûts pour sécuriser Palcacocha. Pour le géant, aux 3,3 milliards d'euros de bénéfices annuels, c'est insignifiant. Ça ne représente pas plus de 20 000 euros. C'est le montant en jeu dans cette affaire. Ça peut monter un peu, mais en gros, c'est ça. Mais évidemment, l'enjeu va bien au-delà de cette somme. Et RWE l'a très bien compris. Car si un tribunal allemand reconnaissait la responsabilité d'une entreprise pour les conséquences du changement climatique, alors une foule de victimes partout dans le monde pourrait prétendre à son tour à des réparations. Ça créerait un dangereux précédent. RWE n'a pas souhaité s'exprimer devant la caméra, mais l'entreprise a développé ses arguments dans ce mail. Nous avons toujours exploité nos usines dans le respect des autorisations gouvernementales. Ces permis incluent nos émissions de CO2. Par ailleurs, selon la loi, un seul émetteur ne peut être tenu pour responsable de phénomènes universels, tels que le changement climatique. Ça revient à dire que s'il y a plusieurs responsables, aucun n'est responsable. Ça ne va pas. C'est faux au regard du droit. Nous sommes chez Saoul. Son lopin de terre, sa maison et son village, Yupa, à une vingtaine de minutes de la ville. On est dans ma parcelle. Là, je plante du maïs. On sème aussi des pommes de terre, du blé, et on élève des vaches, des brebis et des cochons d'Inde. C'est le gagne-pain de la famille.
Voilà Lydia, la femme de Saoul. Elle prépare le dîner et dans la marmite, ce qu'ils produisent à la ferme. Une vie simple, sans prétention, que l'affaire de Saoul est venue bouleverser et Lydia n'a pas du tout aimé. Parce que les gens se sont mis à raconter des choses sur Saoul. Qu'il voulait vendre le lac. Qu'il voulait faire de l'argent pour construire des maisons. Voilà ce qui se disait ici. Et moi, ça m'a mise en colère. Je criais contre Saoul. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Mais maintenant, ça ne me fait plus rien. Je me suis endurcie. Parce que je sais que c'est bien ce qu'il a fait. Petit à petit, j'ai compris. Moi, au début, j'aimais pas les caméras, tout ça. Il était tout le temps loin de nous. Mais après, je me suis sentie fière de lui. Tous les jours, Saoul le sent dans les champs. Le réchauffement bouleverse la nature. Alors oui, il y a le risque d'avalanche à Palcacocha, mais au quotidien, le problème numéro 1, c'est l'eau. Il y en a de moins en moins. Et que se passera-t-il quand les glaciers auront disparu? Comment va-t-on survivre? Nous, dans notre logique paysanne, tout dépend de la montagne. C'est simple. Montagne, de la montagne descend l'eau, et de cette eau, on a besoin pour l'agriculture, et pour nous, pour boire. Avant, c'était beaucoup plus humide. Et donc, il y avait beaucoup plus de pâturage, par exemple. Mais c'est fini. Il n'y en a plus assez et ça devient de plus en plus compliqué de faire manger les vaches. Elles sont maigres et beaucoup meurent. La question qui revient dans toutes les conversations ici, c'est, je vais le dire en quechua, ça veut dire, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Ce soir, les villageois sont réunis pour parler de ces bouleversements. C'est organisé par Vayinsik, une ONG financée par Germanwatch. Il s'agit d'aider ces gens à s'adapter au changement climatique. Qui est-ce qui est le plus touché par ces changements? Qui vit déjà les problèmes climatiques au quotidien? Qui est déjà affecté très fort? Qui? Oui, les gens de la campagne, les agriculteurs. Et comment? Qu'est-ce qu'on voit comme changement? La sécheresse. Oui, la sécheresse. Les semis sont brûlés, foutus. Les récoltes baissent. Quoi encore? Avant, il pleuvait beaucoup en août-septembre. Maintenant, il faut attendre octobre-novembre pour voir un peu de pluie. Ça recule toujours plus. C'est d'une tristesse. L'eau qui descend des sommets, il y en a un tout petit peu. Et j'ai aussi entendu que ça déclenche des disputes pour l'eau entre vous. C'est vrai? Et on m'a dit qu'ailleurs, il y avait des gens qui volaient de l'eau à leurs voisins. Ici aussi? Et vous?
Qu'est-ce que vous pensez de la démarche de Saúl? Qui veut répondre? C'est bien ce qu'il a fait. Et on devrait tous soutenir notre voisin. Oui, c'est bien. Et j'espère qu'il va gagner. Que nous allons gagner. Si Saúl gagne, j'espère qu'il y aura de l'argent pour faire le nécessaire à Palcacocha et que ce qui se passe ici se sache dans le monde. Retour à Huaraz, au siège du gouvernement de la région d'Ancash. Voilà le baraquement du service environnemental dirigé par Marlène Guerrero. Nancita, ¿cómo vamos con la Comisión Ambiental Regional? Marlène est à la tête d'une petite équipe confrontée à une montagne de défis. Le problème de l'approvisionnement en eau, bien sûr, et puis il y a Palcacocha et une foule d'autres lacs glaciaires à surveiller. Face à l'ampleur des défis, tous existentiels, les moyens sont dérisoires. Ça fait peur. Nos ressources ne suffisent pas. Tout ça va être irréversible. Et il y a un énorme travail psychologique à faire pour s'adapter à la nouvelle donne. Ça va nécessiter un gros travail de préparation de notre population. Parce qu'on ne peut pas rester là et se lamenter « Oh, avant, on avait des glaciers, maintenant c'est fini ». Il faut sortir de ça. Et beaucoup de gens sont sous le choc. Ils sont tétanisés. Saúl, lui, a décidé d'agir. Saúl n'est pas seul. Les jeunes activistes du climat ont fait de cette mine l'épicentre de leur combat. Greta Thunberg était là l'hiver dernier pour manifester contre RWE et son projet d'étendre la mine. Au nom de la sécurité énergétique de l'Allemagne, l'exploitation du charbon pourra continuer jusqu'en 2030, voire 2033. Selon les scientifiques, encore 10 ans à ce rythme, c'est condamner l'objectif des accords de Paris de limiter le réchauffement à 2 degrés. Si Saúl gagne contre ce colosse, ce serait un signal capital envoyé au monde qui annoncerait la fin du modèle économique de RWE, le plus vite possible. Et ça ne concernerait pas seulement RWE, mais tous les grands émetteurs de CO2 de la planète qui exploitent du charbon, du gaz naturel ou du pétrole. Nous devons, si nous voulons survivre collectivement, mettre fin à ce modèle économique, et vite. Pour ces militants anti-charbon qui mènent le combat au jour le jour contre RWE, Saúl est un héros. Je voudrais dire à Saúl que je lui suis reconnaissant et que mon cœur bat pour son engagement. J'espère très fort qu'il va gagner, car avec ce procès, il démontre à quel point nous sommes globalement liés. Ce sont les fondements de notre existence à tous qui sont en jeu. Et c'est pour ça que je veux lui dire « Merci Saúl pour ton courage et ta force. Ton combat nous inspire à continuer la lutte ici pour qu'ensemble, on abatte ce système des énergies fossiles. »
7 ans sont passés depuis le début de l'affaire, mais pendant ce temps, la glace continue de fondre. Alors oui, j'ai fait un petit quelque chose, un tout petit grain de sable. Au moins, on a essayé, mais ça ne suffit pas. L'affaire Saoul contre Hervé E est toujours en cours. La justice allemande pourrait statuer l'année prochaine.